Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Marjorie Eusière, je suis expert comptable à Nîmes. Et du coup, je vais vous présenter les éléments de la déclaration d'impôt sur le revenu. Du coup, ça va se faire en plusieurs parties. Déjà, pour commencer, je vais vous montrer la gestion du prélèvement à la source. Donc, ce qui a changé depuis 2019, en fait, le moment de la mise en place du prélèvement à la source. Comment faire pour modifier son taux. Donc, son taux, par contre, 2023 pour l'année à venir. Ensuite, on verra la déclaration sur le site impôt.gouv et puis les délais de déclaration. Première partie de la déclaration, le statut salarié. Comment déclarer vos revenus salariés, quels sont les frais à déduire. Et puis après cette partie-là, il y aura un arrêt pour les questions. Ensuite, la déclaration pour les réductions et crédits d'impôt. Donc, c'est assez court, mais bon, ça résume les éléments que vous pouvez déclarer au niveau des dons, de l'emploi à domicile, des choses comme ça. Et ensuite, la déclaration qu'on appelle la déclaration 2042 C-Pro qui intègre les déclarations, enfin les revenus des remplacements que vous faites, en principe en micro-BNC. Mais bon, j'ai précisé si jamais il y avait certains qui faisaient des déclarations réelles. Et avec une petite particularité cette année, c'est que la déclaration qu'on appelait la DSPAM qui était faite auprès de l'URSSAF, pour l'URSSAF et la CARF, sont désormais à faire dans la déclaration de revenus aux impôts. Donc, il y a des cases supplémentaires à intégrer pour le calcul des cotisations. Et les déclarations ne sont pas les mêmes si vous êtes à l'URSSAF, régime simplifié des médecins remplaçants, ou si vous êtes à l'URSSAF pour les praticiens auxiliaires médicaux sur le régime que j'appelle voilà, et donc là, il y aura encore une partie question, donc pour celles qui ont été posées ou celles que vous aurez à poser. Et puis pour finir, la déclaration des revenus locatifs, donc pareil, assez rapide, mais voilà, comment est-ce qu'on déclare des revenus de location vide ou location meublée. Alors, le fonctionnement du prélèvement à la source, du coup, en 2022, vous avez payé des acomptes, donc soit sur votre bulletin de salaire, soit directement sur votre compte bancaire si vous aviez déjà des remplacements. Les acomptes sont calculés en 2022 sur les revenus, derniers revenus connus, donc début d'année, c'est les 2020, puisqu'on n'a pas encore déclaré les revenus 2021. Et à partir alors soit à partir de la déclaration, au mai-juin, les impôts vous proposent de modifier directement votre taux dès maintenant. Sinon, c'est à partir du calcul du solde, donc en septembre, les acomptes sont mis à jour. Donc, ça sera pareil sur 2023. Et donc, en mai de l'année suivante, donc là, c'est mai 2023 pour 2022, on fait la déclaration. Et en septembre, on reçoit l'avis d'impôt avec le calcul. Donc, au niveau du taux, pour les salariés, il est communiqué par les impôts, en fait, directement à l'employeur. Vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas demander à votre employeur, en tout cas, de modifier ce taux-là. C'est reçu directement des impôts. Vous, ce que vous pouvez faire uniquement, c'est moduler le revenu que vous allez percevoir sur l'année 2023, puisque là, vous pouvez jouer que sur le taux de prélèvement à la source 2023. En faisant sur impôt.gouv, et c'est l'administration qui calcule le taux et qui l'envoie à votre employeur. Pour donc, les travailleurs non salariés, donc c'est-à-dire pour ceux qui font des remplacements en fait et qui sont donc ce qu'on appelle travailleurs non salariés, l'impôt est prélevé sur le compte bancaire. C'est comme ça que le prélèvement à la source se fait, puisqu'il n'y a pas d'organisme collecteur qui peut vous faire le prélèvement. Donc, c'est pareil, prélèvement mensuel et sur la base, toujours l'année d'avant et la régularisation ensuite. Donc ça, vous pouvez toujours jouer dessus en faisant la modulation que je vous explique juste après. Il est conseillé d'ajuster le PAS, donc le prélèvement à la source sur son revenu réel de 2023. Donc, on va le voir. Je vais vous expliquer après comment on fait pour que du coup, il soit au plus juste de vos revenus. Donc, il y avait une note d'information qui a été diffusée en 2019 et que j'ai réactualisée là, donc que je ferai passer au SILR et qu'ils pourront vous transmettre, qui va reprendre ce que je vous montre là, mais un peu plus détaillé. Là, j'ai fait des captures il y a des extraits de la note d'information. Donc, pour faire la modulation du prélèvement à la source, vous allez sur le site impôt.gouv, espace particulier, gérer mon prélèvement à la source, et là, vous arrivez sur cette page. Donc, vous pouvez changer en déclarant une situation de famille, donc un mariage, une naissance, une séparation,
Ici, au niveau du taux personnalisé, vous avez l'actualisation suite à la hausse ou à la baisse de vos revenus. Donc là, il vous faut le faire pour prendre en compte l'intégralité de vos revenus, que ce soit des revenus salariés ou des revenus des remplacements. Et ensuite, vérifier au niveau des acomptes s'ils se sont calculés ou pas. Voilà, en principe, je conseille de faire d'abord l'actualisation du taux, parce que si vous faites les acomptes, ça ne changera rien si vous êtes sur un taux, par exemple, à 0. Et ensuite, de vérifier. Les acomptes se sont créés, OK. Ils ne se sont pas créés, là, vous allez créer des acomptes en rajoutant des revenus de remplacement. Je vous ai mis un petit exemple dessous pour vous montrer en fait l'impact du changement du taux. Par exemple, un salarié qui en 2022 a un taux de prélèvement à la source de 2,1%, ses revenus en 2023 sont différents, en augmentation, ils sont de 36 000, donc 3 000 euros par mois. S'il ne fait rien, les 2,1% de prélèvement à la source vont être calculés sur ces 3 000, ça fera 63 euros de prélèvement à la source déduit par son employeur. Si jamais il déclare l'augmentation de salaire, c'est-à-dire il dit, je vous montrerai la case, moi je vais gagner 36 000 euros en 2023, le taux va passer à 13%, puisque c'est le calcul du taux moyen sur un revenu de 36 000 euros pour une personne seule. Donc après, ça dépend de la composition du foyer. Cela va nous donner 390 euros de prélèvement à la source déduit sur le salaire. Donc, on n'est plus sur 63, mais sur 390. Donc, s'il ne fait rien, il y a quasiment 4 000 euros d'impôts qui sont réclamés à la fin de l'année, du coup, 2024, puisque là, on parle des revenus 2023. Et donc, après, ça dépend, c'est un choix. Soit vous actualisez pour être au plus juste l'année même de la perception des revenus, soit vous mettez de côté et vous savez que l'année suivante, en fin d'année, on va vous demander le reliquat, en fait, par rapport à vos revenus. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein, si vous avez des revenus qui sont en baisse ou un arrêt de 6 mois, 1 an, vous pouvez du coup baisser. Alors, au niveau du taux, si vous n'avez pas de salaire, pas d'impact. C'est plus au niveau des revenus pour ceux qui sont remplaçants et qui arrêtent. J'en ai certains qui vont arrêter pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Là, si vous dites rien, vous avez les taux, enfin, pas le taux, le prélèvement à la source qui continue d'être prélevé. Donc, là, c'est une capture aussi de la note d'information pour vous expliquer comment calculer son salaire prévisionnel. Donc, je vous ai mis la case, donc un AJ à compléter toujours pareil, hein, dans l'actualisation du prélèvement à la source. On est toujours sur la même chose que ce qu'on vient de voir juste avant. Vous prenez votre dernier bulletin de salaire, donc par exemple mars 2023. Vous regardez le net imposable, qui est légèrement différent du net à payer, et vous multipliez forcément par le nombre de mois de paye, donc 12 mois si c'est un emploi sur 12 mois. Si jamais vous pensez effectuer des gardes dans l'année, qui ne sont pas forcément mentionnées sur le bulletin du mois de mars, il vous faut faire à peu près le nombre de gardes que vous projetez. Après, c'est que de l'estimation, hein. Et le montant imposable approximatif par garde. Quand vous faites entre temps et temps, vous prenez un montant moyen. Après, donc pour les frais réels, alors soit vous faites rien et il y aura des 10% qui seront calculés automatiquement, soit sur la case des frais réels 1AK, vous pouvez aussi recalculer vos frais réels. Là, je n'ai pas actualisé, hein, je vois que les repas sont à 4,75 € au lieu des 5 € aujourd'hui que je vous explique après dans la déclaration. Vous n'êtes pas obligé, pour le taux, moi quand j'ajuste un taux de prélèvement à la source, je ne vais pas forcément mettre les frais réels. Les frais réels, je les mets sur la déclaration, c'est une bonne surprise, on déduit plus. Par contre, pour la modulation du taux, je mets le revenu et puis après les frais, je laisse l'administration faire 10%. Les revenus de remplacement, donc déclarés à l'URSSAF, en principe, ce sont des revenus en micro-BNC, donc que ce soit le régime des médecins, le régime simplifié des médecins remplaçants ou le régime PAM, c'est la même case, c'est le 5HQ. Et donc là, vous mettez pareil le temps à peu près que vous pensez à faire les remplacements. Donc si c'est régulier, c'est peut-être plus facile. Sinon, vous comptez le nombre de jours où vous pouvez être disponible et à peu près combien vous faites par remplacement pour actualiser ça. Sachant que vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez faire la modulation dès mois de janvier, mais vous pouvez aussi revenir en juin, en septembre. Donc, ce n'est pas parce que votre activité change que vous ne pouvez pas revenir. Vous
pouvez faire une modulation sur une situation qui est le cas, par exemple, en avril, et puis la modifier quand si elle est différente au mois d'août et que vous faites d'autres remplacements, soit plus, soit moins. Donc ça, c'est la page qui va s'ouvrir quand vous cliquez sur actualiser suite à une hausse ou une baisse et que vous avez déjà fait vos petits calculs de ce que vous prévoyez en termes de salaire, de remplacement. Donc ici, souvent, il y a les cases qui étaient déjà remplies dans votre précédente déclaration. Donc le plus souvent, c'est la 1AJ et la 1AK. Et si jamais vous n'avez pas la case pour les revenus de remplacement, vous avez le petit moteur de recherche, vous tapez votre case, vous trouvez le bon revenu, ajoutez le revenu, il va s'ajouter ici, et puis vous complétez le montant des remplacements estimés. Donc, voilà, ça c'était pour le prélèvement à la source. Si jamais il y a des questions, j'y répondrai après. À moins que vous vouliez faire un petit point question prélèvement à la source, Alexis. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. OK. Juste, j'avais une remarque complémentaire, souvent on nous pose la question. Le temps de réajustement, quand on réajuste son prélèvement à la source et le temps que ça soit inscrit sur la fiche de paie, il peut y avoir 2 ou 3 mois. Par exemple, si je change en décembre mon prélèvement à la source, le CHU où je suis ou le CH a l'info que 2 ou 3 mois après. Et donc, l'impact, il se fait 2 ou 3 mois après. Donc, il peut y avoir un temps où l'ancien prélèvement à la source se met en place. Ça, c'était les questions qu'on a. Et aussi, au départ, parce qu'il y a eu pas mal de problématiques cette année, quand on déclare pas de prélèvement à la source, qu'on commence une nouvelle imposition, qu'on était sous le régime des parents et qu'on déclare, c'est c'est par rapport au salaire que ça se fait automatiquement, il me semble. Tu me coupes si je dis des bêtises. Ouais. Mais de base, voilà. Donc, des fois, il y a des gros salaires en début d'internat parce que enfin, ça change. Et du coup, il y a des surprises sur ça. Donc, voilà, si vous avez rien mis, si vous n'avez pas anticipé sur l'année d'avant, les 2 premières fiches de paie, ça va se faire automatiquement en fonction de votre salaire. Ouais, c'est ça. Il y a une question. Est-ce qu'on peut sous-évaluer nos revenus pour payer moins de prélèvements à la source dans la mesure où on rattrape après? Alors, il y a... En fait, ça dépend. Si c'est diminué donc, par exemple, aujourd'hui, on se réfère à l'année 2021 pour le prélèvement à la source 2023. Donc, si 2023 est plus élevé, mais que vous ne faites rien, vous payez moins et vous régulariserez après, ça ne pose pas de problème. Vous n'avez pas l'obligation de moduler à la hausse. Par contre, si vos revenus 2021 étaient d'un certain montant qui génère un taux de, je ne sais pas moi, 4% par exemple, et que vous voulez être à 2%, mais que finalement vous êtes à 4 ou à 5, là vous risquez quand même des pénalités, puisque vous avez retardé le paiement du prélèvement à la source. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si je peux continuer. Alors, il y a une autre question. Je pense que c'est bon pour la première. Il y a eu un oui, merci. Ok. Et pour la deuxième question, j'étais rattaché à mes parents encore. Je vais être détaché seulement cette année. Je n'ai donc jamais déclaré d'impôt ni de taux et j'ai l'impression d'avoir un taux qui change tous les mois. C'est possible que ça s'adapte automatiquement? Bah oui, c'est ce que je disais, ça s'adapte au Ouais. salaire. À mon avis, c'est pour ça, ouais. Vu qu'il y a, en fait, il y a aucune pas fiche, mais existence au niveau des impôts en termes de numéro fiscal. Ben, du coup, le taux est appliqué en fonction du salaire, je pense, chaque mois. Il n'y a jamais d'actualisation avec les impôts, puisque les impôts n'ont pas de connaissances, je pense. Du coup, je vous expliquerai après comment est-ce qu'il faut faire, mais quand c'est votre première déclaration de revenus, il faut faire en principe, je crois, un mail aux impôts. Donc, il faut trouver le service des impôts des particuliers dont vous dépendez. Vous faites un petit mail avec, je crois que je l'ai marqué après, carte d'identité, lieu de naissance, un petit peu de détails, adresse aussi, si adresse, domicile. Et du coup, les impôts vous ouvrent votre accès impôt. Et de là, après, vous avez la main pour votre taux, tout ça. Voilà, Ouais. je continue avec la... Ouais, il n'y a pas plus de questions. Ok, merci.
Donc, la déclaration, quels que soient vos revenus, hein, que ce soit des revenus d'activité libérale en remplacement ou des revenus salariés, tout se fait sur l'espace particulier du site impôts.gouv. Et donc, vous avez au niveau des dates limites, donc elles s'affichent, 25 mai, 1er juin ou 8 juin. C'est pas ici que je l'ai marqué, c'est sur l'autre, du coup, pour les nouveaux identifiants. Donc, avec vos identifiants ImpôtsGouv particuliers, vous pouvez vous connecter à ImpôtsGouv. Vous faites, j'ai pas fait la capture, mais démarrer ma déclaration. Et donc là, vous validez votre situation et puis vous accédez aux rubriques que vous voulez déclarer. Et donc là, si vous n'arrivez pas à trouver la rubrique qui est pour vous BNC, en fait, bénéfices non commerciaux, vous tapez ici la case que je vous ai indiqué, enfin que je vous indique d'ailleurs après, pour soit le revenu réel, soit le revenu de remplacement, pour trouver la bonne rubrique et qu'elle s'ajoute bien à vos revenus à déclarer. Donc, au niveau du foyer fiscal, s'il y a eu mariage ou Pacs dans l'année 2022, vous devez le déclarer. Vous avez le choix pour la première année uniquement d'une déclaration commune ou séparée. Donc, en principe, on fait le calcul des deux. Comme ça, vous voyez ce qui est le plus avantageux pour vous. Et puis, vous choisissez la situation la plus avantageuse parce que le mariage ou le Pacs n'est pas forcément synonyme de baisse d'impôt. Le rattachement au foyer fiscal de vos parents peut se faire jusqu'aux 21 ans s'il n'y a pas d'études, mais 25 ans au 1er janvier 2022 si vous poursuivez vos études. Pareil, le calcul est à faire. Qu'est-ce que ça donne si vos parents vous déclarent avec eux, donc c'est-à-dire ont une demi-part supplémentaire, mais intègrent vos revenus, ou si vous vous déclarez seul, donc vos parents suppriment et votre demi-part et vos revenus, quel est l'impôt que ça leur donne, quel est l'impôt que ça vous donne, et du coup, voir le plus avantageux. Donc, pour la première déclaration, c'est le numéro fiscal. Voilà, par mail, vous demandez le numéro fiscal, votre numéro fiscal aux impôts. Je dis par mail, vous pouvez aller aussi vous rendre directement au guichet, mais par mail, ça fonctionne assez bien. Vous indiquez donc votre état civil, votre adresse et vous leur envoyez la copie de votre carte d'identité. Donc, ça se fait bien, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, faites-le maintenant pour avoir un retour. En principe, sous une semaine maximum, vous avez un retour. Donc, pour les salaires, ils se déclarent donc en case 1AJ. Alors, le montant est pré-rempli puisque les employeurs font les déclarations annuelles des salaires, mais il vous faut quand même le vérifier. Donc, si vous avez eu un seul employeur, vous vérifiez le cumul net imposable de votre dernier bulletin de salaire, donc de décembre, pour vérifier que c'est bien égal à ce qui est dans la case 1AJ. Et si vous avez eu plusieurs employeurs, il vous faut cumuler le net imposable des derniers bulletins de salaire. La case 1GH, oui, peut être également pré-remplie. Ça, c'est pour les heures supplémentaires qui sont exonérées. Je ne sais plus si j'en ai eu des concernés l'année dernière ou pas, mais voilà, soyez pas étonnés si jamais c'est complété, puisque dans la limite de, je crois que c'est 5 000 €, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu. Voilà. Et ensuite, en case 1AK, donc c'est là où soit vous en restez là, et les impôts feront un abattement de 10% sur le revenu imposable que vous leur aurez renseigné en 1AJ, soit vous choisissez de déduire vos frais réels et vous les inscrivez en case 1AK. Vous choisissez les frais réels s'ils sont supérieurs à votre calcul de 10% sur votre rémunération. Donc, vous laissez la case vide si vous ne choisissez pas les frais réels et que vous préférez les 10%. Et pour les justificatifs, en fait, il faut tout conserver. Vous n'avez rien à fournir immédiatement. C'est uniquement sur demande que vous fournissez les justificatifs. Au niveau des frais qui sont déductibles, on va commencer par les frais de déplacement puisque c'est les plus importants. C'est surtout eux qui vont surtout vous indiquer si vous faites des frais réels ou pas, parce que si vous avez peu de frais de déplacement, il n'y aura en principe pas de frais réels. Donc, je vous ai mis le nouveau barème qui a été réévalué, sur lequel vous appliquez les kilomètres que vous avez parcourus sur une année. Je n'ai pas expliqué comment calculer les kilomètres, mais bon, là, vous faites un aller-retour
par jour travaillé, fois le nombre de jours travaillés par semaine et fois le nombre de semaines travaillées dans l'année, si vous avez pris des congés. Et donc, si c'est inférieur à 5000 km dans l'année, vous prenez cette colonne. Entre 5000 et 20 000, celle-ci. Et au-delà de 20 000 km, celle-là. Le barème est plafonné à 7 chevaux. Donc, pour les véhicules de plus de 7 chevaux, vous prenez la dernière ligne. Et pour les véhicules électriques, vous majorez l'indemnité de 20%. Voilà. Je pense que quand vous faites votre déclaration sur ImpôTGouv, donc déjà le calcul se fait, il me semble, que vous renseignez les chevaux fiscaux, les kilomètres et qui vous font le calcul. Et je n'ai pas fait de déclaration sur ImpôTGouv depuis, mais je pense qu'il y a une case où vous cochez véhicule électrique pour que la majoration s'effectue. Une case ou un menu, non, il y a un menu déroulant, je crois, pour l'énergie. Voilà, les kilomètres sont limités à 40, donc 80 aller-retour, sauf justification de l'éloignement du lieu de travail. Donc, étant donné que vous changez régulièrement et que c'est une obligation, enfin, je pense que vous pouvez dépasser sans forcément trop exagérer. Soit vous appliquez... je me suis peut-être mal exprimée là-dessus, mais soit vous appliquez le barème kilométrique qui est le plus simple. Donc nous, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Soit vous appliquez les frais réels, donc c'est-à-dire votre véhicule, vous faites un amortissement ou les loyers que vous versez si c'est un loyer ou un crédit bail, le carburant, l'assurance, l'entretien. Et là-dessus, vous faites une quote-part kilomètres professionnels sur les kilomètres que j'ai parcourus avec le véhicule sur toute l'année, que ce soit pro ou perso. Le calcul est un peu fastidieux et en plus, je ne suis pas allée vérifier, mais normalement, c'est toujours le cas, il est plafonné au barème kilométrique de 7 chevaux. Donc, c'est-à-dire qu'il peut être avantageux, par exemple, si vous avez un véhicule de 3 ou 4 chevaux et que vos frais réels, loyer, carburant, entretien, quote-part pro, est supérieur à votre indemnité kilométrique, ce qui est quand même très rare. Mais si vous avez un véhicule de 7 chevaux, là, de toute façon, c'est plafonné à l'indemnité kilométrique de 7 chevaux. Donc, il n'y aura pas d'intérêt à faire vraiment des frais réels. Vous faites le barème kilométrique, c'est très bien. En plus du barème kilométrique, vous pouvez déduire vos frais d'autoroute, vos frais de parking et les intérêts d'emprunt pour l'achat du véhicule. Pour les frais de repas, donc, sauf si vous avez un restaurant d'entreprise à votre disposition, vous pouvez déduire une évaluation forfaitaire de 5 € par repas, par jour travaillé. Forcément, il faut que le repas soit dans les heures de travail. Ou le montant réel si vous avez des justificatifs de frais de repas. Le montant réel, il se calcule en enlevant une part de 5 €, parce que pour l'administration, les 5 €, c'est la valeur de repas que dans tous les cas, vous auriez payé si vous mangez chez vous. Et vous ne pouvez pas déduire une valeur supérieure à 19,40 € parce qu'ils trouvent que c'est excessif. Donc, en fait, vous pouvez déduire uniquement la part entre 5 et 19,40 €. Donc, par exemple, si vous avez un repas à 15 €, vous déduisez 15 moins 5 € de valeur de repas pris à domicile, vous déduisez 10 €. Si vous avez un repas de 25 €, vous ne pouvez déduire que 19,40 moins 5, donc 14,40 €. Donc, si jamais vos frais de repas sont supérieurs à 10 €, vous faites les frais réels, puisque vous faites, par exemple, 11 € moins les 5 € forfaitaires, ça vous fait 6 € déductibles. Par contre, si vous n'avez pas de justificatif pour tous les jours où vous avez déjeuné et qui sont à 10 € ou inférieurs, dans ce cas-là, vous prenez le forfaitaire, 5 € et ça sera largement suffisant. Après, vous pouvez déduire tout ce qui est frais d'habillage spécifiques. En principe, c'est pris en charge, je crois, par l'hôpital, mais bon, on ne sait jamais. Et tout ce qui est vraiment spécifique à la profession. La cotisation que vous versez au SILR, les frais de documentation, si vous avez des abonnements à des revues, les frais d'impression, par exemple, de votre thèse, frais d'inscription à votre DU. Ensuite, les frais de double résidence. Donc, il y a eu quelques questions là-dessus. Donc, vous avez le droit de déduire des frais de double résidence si vous êtes obligé de maintenir les 2 résidences. Donc, déjà, premier point, si vous êtes marié, pacsé ou même en concubinage avec une personne,
et que cette personne-là, elle doit rester dans votre logement premier, ça explique d'avoir un autre logement pour votre travail. Autre justification qui est valable pour vous, c'est que vous changez régulièrement. Donc, c'est quand même compliqué de changer de laisser son logement et puis de partir sur autre chose à chaque fois sans pouvoir retrouver son point de départ. Donc, ça, voilà, ça se justifie. C'est sûr que voilà, si vous êtes en couple, ça se justifie bien. Si vous n'êtes pas en couple, je le tente quand même. Après, ça dépend, hein. Ils disent pas de convenance personnelle. Donc, OK. Mais si c'est que pour 6 mois et qu'après vous retournez dans votre domicile, c'est normal de le conserver. Matériel, mobilier, fourniture, j'ai mis des exemples, téléphone, ordinateur, ça peut être aussi du matériel médical, même si pareil, c'est pris en charge par l'employeur en principe. Vous pouvez le déduire. Si c'est supérieur à 500 €, vous l'étalez. Donc, ordinateur, téléphone, c'est plutôt sur 3 ans. L'ordinateur, par exemple, il peut être utile pour votre thèse, hein. J'essaie d'expliquer la raison de la déduction professionnelle, c'est surtout par rapport à vos études, en fait. Et ensuite, tout frais lié à l'activité salariée, hein. Donc, je n'ai pas d'autres exemples, mais tout ce que vous avez dépensé pour votre activité ou pour vos études sont déductibles. Oui, j'ai eu une question, je ne sais plus si je l'ai mise après, pour le pot de fin de thèse. La personne s'est dénoncée, elle vient de reposer la question. D'accord. Julie, on a tous envie de venir à ton pot de thèse. Je ne le mettrai pas parce que je me dis, ce n'est pas pour... c'est pas en lien avec l'activité salariée, c'est pas pour c'est pour célébrer l'obtention de la thèse, mais ça n'a pas trop de lien quand même avec les revenus. Je dis pas que c'est juste ce que je dis, hein, mais je pense pas que je le déduirai, voilà, le pot de thèse. Autant je l'ai eu déduit sur des personnes qui se sont installées juste après, parce que je l'ai intégré dans la déclaration de revenus réels 2035 pour les médecins installés. Autant vraiment sur le revenu, en tant que salarié, ça me dérange un petit peu plus. Voilà. Alors, pour les questions, à partir de quel montant de dépenses les frais réels sont plus intéressants, en fait, voilà, vous prenez votre net imposable fois 10%, ça vous fait donc un résultat, et là, vous comparez vos frais réels. Donc, la variable, c'est surtout les déplacements, en fait, hein, c'est ce qui est le plus important dans les frais. Et si vous avez peu de choses, le reste ne fera pas la différence. Par contre, si vous avez beaucoup de frais de déplacement, ça fera la différence. L'année dernière, on avait eu une question, pardon. Parce qu'il y avait des écarts entre les déclarations pré-remplies et les revenus réellement perçus indiqués par l'hôpital. Qu'est-ce que je me rappelle plus ce que j'avais répondu. Les revenus pré-remplis sont détaillés en fonction des divers employeurs. Si le net imposable de chacun des emplois ne correspond pas, vous pouvez faire une modification. Voilà. Vous pouvez faire une modification si ça ne correspond pas au net imposable, comme je vous ai expliqué, hein, au niveau du calcul, vous cumulez le net imposable des derniers salaires. Par contre, ça ne correspond pas au net perçu. Je ne sais pas si c'était vraiment la question à ce moment-là, mais le net perçu est différent du net imposable, puisqu'il y a la CSG, CRDS qui n'est pas forcément déductible, et donc vous payez de l'impôt sur un revenu que vous n'avez pas perçu. Marjorie, il y a eu la question à nouveau cette fois-ci de Victoria. Je la lis parce que c'est en lien. Bonjour, je n'ai pas la case 1AJ pré-remplie et donc complétée avec les revenus imposables en les additionnant. J'ai changé d'hôpital à chaque semestre en finissant par Nîmes. Je viens de recevoir l'attestation de salaire pour l'année fiscale 2022 de Nîmes et le revenu imposable est nettement supérieur à celui que j'avais calculé en prenant en compte plusieurs mois. Comment dois-je vérifier le montant exact? Ouais, alors, normalement, enfin, moi, j'aurais dit déjà que ce qui a été envoyé, c'est vrai que les CHU et les CH nous envoient en début du premier trimestre de l'année le récap de ce qu'ils ont déclaré auprès de l'administration fiscale. Ouais. Donc, peut-être, c'est sûr que c'est un montant, je pense, qui fait foi, parce que c'est ce qu'ils ont déclaré. Et après, je ne sais pas pourquoi ça ne correspondrait pas au calcul qu'elle a fait.
Ouais, soit il faut les contacter, soit si vous êtes sûr de votre calcul, après ça peut être aussi une erreur. C'est rare, mais ça arrive quand même de devoir modifier des montants. Donc, si vous êtes sûr de vos calculs, d'avoir fait bien le net imposable de tous les mois ou le net imposable du dernier mois, en fait, vous pouvez le modifier. Pour les autres, continuez à poser des questions. À la fin, là, on reprendra toutes les questions, hein. C'est normal si vous n'avez pas de réponse encore. Alors, doit-on déclarer les revenus bruts ou nets? Donc, c'est le net imposable. Imposition d'un compte de plan d'épargne en action. En fait, ce sont des revenus de placement qui sont en principe pré-remplis. C'est dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. C'est là où vous avez tous vos intérêts perçus en fait sur les placements. Vous avez déjà un récapitulatif envoyé par les organismes. Et voilà, j'avais marqué aussi la tranche de base, c'est imposé à ce qu'on appelle la flat tax, donc c'est-à-dire 30%, 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Si c'est des petits montants, vous embêtez pas à faire l'assimilation, est-ce que c'est plus avantageux ou pas. Mais par contre, si c'est des gros montants, là, on commence à voir s'il n'y a pas une option pour le barème à faire, parce qu'il y a une option qui est faisable. C'est-à-dire que la flat tax, c'est 12,8. Si vous êtes en barème à 11%, il vaut mieux faire l'option pour le barème. Vous avez un abattement normalement ça dépend. Non, vous n'avez pas d'abattement, mais par contre, vous payez sur 11% au lieu de 12,8. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'exonération pour les revenus étudiants. C'est clairement écrit que les internes en médecine sont exclus. Ah oui, ça c'est une question qu'il y a eu cette année. Il est intéressant de racheter 4 trimestres pour la retraite. Et est-ce qu'il y a des déductions d'impôts? Donc, il est intéressant, oui, ça peut être intéressant. En tout cas, plus vous le faites tôt et plus ça sera intéressant puisque vous les rachetez peu cher. Et les trimestres de retraite peuvent être rachetés sur des années d'études. Donc, vous êtes exactement dans le cas. Il y a des déductions d'impôts, oui. Normalement, quand vous faites votre rachat, vous avez un document qui vous est remis par la caisse qui vous mentionne le montant que vous pouvez effectivement déduire. Je crois que c'est dans les cases pour les PERP, pour les retraites. Ça ne vous fait pas économiser 100% du montant, vous économisez soit 11%, soit 30% d'impôt en fonction de la tranche dans laquelle vous êtes. Donc, il faut peut-être racheter au moment, pas tout de suite, enfin, pas dès que vous finissez, mais dès que vous commencez à avoir votre activité un peu régulière et des revenus beaucoup plus conséquents, vous faites votre rachat. Comme ça, c'est sur la base des anciens revenus, mais ça va être déductible sur l'année qui sera un peu fiscalement bien imposable. Est-ce que tu peux compléter sur ce que c'est le rachat de trimestre et à quoi ça sert? Alors, le rachat de trimestre, donc, vu que vous avez fait des études, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas cotisé les trimestres, sauf pendant la période où vous avez été salarié, salarié à l'hôpital. Le jour où vous allez partir à la retraite, il faut, je ne sais plus combien de trimestres, mais d'ici là, ça aura changé quand même. Il risque de vous manquer des trimestres pour partir, par exemple. Alors là, du coup, par rapport à la nouvelle réforme, je ne sais plus où on en est. Je ne sais plus si 64. 64. Si à 64 ans, vous n'avez pas les trimestres, vous devez continuer jusqu'à 67. Oui, 67. Voilà. Donc, le fait de racheter des trimestres, ça permet de les avoir et peut-être partir, pas à 67, mais à 66. Enfin, voilà, ça dépendra des trimestres. L'idéal, c'est de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller spécifique en retraite pour qu'il vous fasse la simulation. Qu'est-ce que vous y gagnez à racheter les trimestres? Quel est le coût et quel est le gain? Voilà. J'ai fait une page de questions parce que du coup, il y en a un petit peu plus. Les investissements boursiers sont-ils déductibles? Donc là, tout ce qui est placement, c'est uniquement les plus-values qui vont être imposables. Plus-value ou peut-être moins-value dans certains cas, mais après, il faut voir en fonction des documents que vous recevez par rapport à cet investissement que vous avez fait. Donc, les plus ou moins-values sont déclarées pareil dans les revenus des capitaux mobiliers et sont généralement pré-remplis et vous recevez un récapitulatif de votre organisme.
pour tout ce qui est défiscalisation, par contre, il y a tout ce qui est SCPI. Il y a des SCPI de revenus pour compléter ses revenus, mais il y a des SCPI de défiscalisation que je vois plus depuis quelques années, mais qui existent quand même toujours. Par contre, c'est du placement risqué, donc vous risquez de perdre l'investissement au profit de la réduction d'impôt. Voilà. Déclaration d'impôt pour CESP. CESP, je ne me rappelle plus ce que veulent dire les lettres, mais je suis allée voir. C'est le contrat d'engagement de service public. Ok, voilà, je l'avais pas en tête. Donc, j'ai jamais eu de contrat comme ça entre les mains, donc je sais C'est un salaire, c'est considéré comme un salaire pas. Ouais, j'ai vu voilà, qu'il y avait, c'était 1200 brut, ouais, par mois. ouais, par mois. Ouais. Par contre, je ne savais pas si c'était ce que vous percevez vraiment ou si c'était déduit de la CSG. Oui, il y a la CSG qui est déduite. Qui est déduite, voilà. Parce que du coup, il y aurait eu une case supplémentaire à compléter. Donc là, ce n'est pas le cas. Du coup, à mon avis, c'est en case 1AP autre revenu ou à ajouter en case 1AJ pour en salaire. Dans tous les cas, c'est imposable. Normalement, le Centre national de gestion qui gère le CESP le pré-remplit aussi. Et donc, ça apparaît dans un AJ, Super. comme un D'accord. salaire de base, comme au OK. CHU ou au CH. Et ça bénéficie du coup des 10% Ouais. directement. Comment réduire ses impôts via la loi Pinel? Donc, la loi Pinel, en fait, c'est un investissement immobilier dans le neuf. Dans certaines zones, le bien immobilier doit répondre à certains critères. Le loyer doit être plafonné. Donc, en fonction du lieu, il faut vérifier. Je ne peux pas vous dire de montants généraux. Et le locataire aussi doit avoir des revenus inférieurs à un certain seuil. Donc, il y a pas mal de critères pour avoir droit à cette réduction d'impôt. Donc, c'est une réduction d'impôt qui se calcule sur le prix d'achat du bien immobilier. Voilà. Donc, sur le Pinel, OK, effectivement, ça réduit les impôts. Mais par contre, il faut bien analyser quand même le projet qu'on vous propose parce que souvent, vous allez payer un bien beaucoup plus cher que sa vraie valeur. Donc, vous allez certes avoir une réduction d'impôt, mais au moment de la revente, j'ai fait des calculs sur des dispositifs qui étaient peut-être pas le Pinel à l'époque, mais finalement, presque on avait perdu de l'argent sur l'opération, quoi, malgré avoir eu la réduction d'impôt. Donc, c'est bien, mais à rester, enfin voilà, à bien regarder quand même ce que vous achetez, quel est son prix et qu'est-ce que j'ai à côté, quel est le prix de ce que j'ai à côté. Le pot de thèse, donc on en a parlé. Ah oui, alors j'ai eu des questions plutôt à l'oral là-dessus, c'est pour les revenus dans les DOM. Donc en fait, il n'y a pas de déclaration spécifique, il n'y a pas de case particulière. C'est uniquement au niveau du changement d'adresse que c'est important de notifier votre changement d'adresse pour dire que vous êtes dans les DOM. Et là, vous allez bénéficier de 30% sur votre impôt sur le revenu. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Et après, pour les revenus étrangers, je ne peux pas, pareil, trop m'y attarder parce qu'en fait, il y a une convention fiscale qui est signée avec chaque pays étranger. Et donc, en fonction de la convention, il faut voir ce qui est prévu, comment doivent être imposés les revenus et comment, en principe, sur beaucoup, beaucoup de conventions, il n'y a pas de double imposition. Donc, les pays se sont mis d'accord pour calculer un crédit d'impôt, que ce soit dans un pays ou dans l'autre. Voilà. Mais c'est trop spécifique pour répondre à la question comme ça, juste comment déclarer les revenus. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Il y en a quelques-unes. Oui. Alors, je les reprends depuis le début, même si j'en ai répondu à l'écrit. Je paye mes impôts pour la première fois cette année. J'étais à Nîmes en 2022 et j'ai déménagé à Montpellier en 2023. À quel service suis-je rattaché pour cette déclaration? Nîmes ou Montpellier, dans le but de créer mon espace particulier. Moi, j'ai répondu qu'il fallait rattacher à nouvelle adresse. Ouais, C'est Montpellier. c'est Montpellier. Ouais, je pense aussi, hein, puisqu'à partir du moment où vous déménagez, peu importe où c'est que vous avez perçu vos revenus, où c'est que vous étiez l'année d'avant, vous remplissez pour le nouveau. Deuxième question, et ça, je peux y répondre aussi. Les gardes comptent-elles pour les heures sup ou les astreintes? Malheureusement, quand on est interne, on n'a pas le droit de faire du temps de travail additionnel. C'est valable que pour les docteurs juniors maintenant, mais c'est après avoir signé un contrat particulier avec le CHU ou le CH. Donc, si vous n'avez pas signé de contrat de temps additionnel et que vous êtes docteur junior, ça peut pas être compris dedans.
Sur les questions de temps de travail, du coup, les gardes et les astreintes, malheureusement, ça compte pas dans les heures sup qui seraient défiscalisées. Ça le sera peut-être un jour. En tout cas, c'est nos combats syndicaux. Ouais, c'est dommage. Il y a une autre question. J'ai effectué des gardes en interchu à La Réunion. Euh, où est-ce que je dois les déclarer? Les déclarer, pardon. Elles ont automatiquement été remplies en frais imposables. En fait, je pense que c'est par rapport à la question qui vient d'être citée, comment déclarer ses revenus dans les DOM. En D'accord. général, les internes font que 6 mois, Oui, alors et oui. soit à cheval, soit sur une même année. Est-ce qu'il y a du coup là une défiscalisation pour ces 6 mois-là? Est-ce qu'il faut qu'ils changent d'adresse à chaque fois? Comment ça se passe? En tout cas, pour pouvoir bénéficier d'un abattement, il faut changer d'adresse. Je ne sais pas comment. J'ai l'impression que le calcul se fait sur l'année. À partir du moment où vous êtes domicilié dans les DOM, paf, vous avez l'abattement de 30% sur la totalité de l'année. Mais j'en suis pas certaine. Et ça, du coup, vu que je ne fais pas le calcul, c'est automatique. J'ai jamais réfléchi à la question. Mais je pense que si vous êtes dans les DOM, par exemple, sur le premier semestre, peut-être que c'est une bonne chose parce qu'au moins vous avez l'abattement. Mais pour l'avoir, il faut automatiquement changer l'adresse. Si vous ne changez pas l'adresse, ben, il n'y a pas d'abattement. Il faut repenser à changer d'adresse après. Et oui, Quand ouais. Question de Victoria, on y a répondu. On nous demande si, alors il y a certains stages, dont celui qui s'appelle le SASPAS en médecine générale, où on a des aides de l'ARS sur les déplacements. En fait, c'est un forfait supplémentaire, mais qui est D'accord. chargé dans le salaire. Et donc, est-ce qu'on peut quand même faire les frais réels? Normalement, oui, parce Oui, qu'en fait, c'est une prime. En fait, c'est comme si c'était une prime. ouais, ouais, c'est ça. L'aide est imposable, donc forcément, les frais que vous avez en face de cette aide sont déductibles. Les frais, Peut-on, pardon, non, voilà, les frais kilométriques sont bien déductibles. peut-on déduire un aller-retour par semaine, par exemple 300 km aller-retour entre notre domicile et notre lieu de travail? Oui, 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 c'est possible avec éventuellement les frais de double résidence. Souvent, enfin, en tout cas, quand il y a double résidence, on déduit des indemnités kilométriques pour un aller-retour dans la semaine et les frais de double résidence. Est-ce qu'on peut déduire les frais mensuels de voiture si on est en LOA ou en leasing? Oui, J'imagine dans les frais réels. oui, oui, oui. Alors, voilà, soit ça va être le barème kilométrique, donc vous faites en fonction des kilomètres que vous effectuez, vous appliquez le barème et c'est tout. Soit vous prenez effectivement les loyers que vous versez en LOA et par contre, ben, dessus, vous appliquez la quote-part perso. Et la quote-part pro-perso, ben, c'est kilomètres finalement que vous effectuez, donc que vous notez pour les indemnités kilométriques. Ben, c'est ces mêmes kilomètres-là qui vous servent à faire le prorata kilomètres pro sur les kilomètres totaux, pro et perso. Pour les frais de déménagement, est-ce que c'est dans le cas d'une mutation uniquement ou aussi si on a été débauché? Donc j'imagine la question derrière, c'est comme on change tous les 6 mois, est-ce que les frais de déménagement peuvent être pris en compte à chaque fois? Hmm. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Les pots de thèse, on en a parlé. Est-ce que les frais d'inscription à la fac sont déductibles? Alors ceux en plus des DU, c'est-à-dire comme on est obligé de s'inscrire à la fac pour être interne, Oui, moi je dirais que oui aussi, les frais d'inscription des oui, 600 euros plus la CEVEC, la contribution vie étudiante et de campus, sont déductibles. oui, 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 oui. Pour les frais ODU, est-ce qu'on les déduit on les déduit sur quelle déclaration? Année de réalisation ou année d'après? Donc la réponse, comme ça a été dit par Elissa, c'est l'année où on les a payés. C'est-à-dire que, Ouais, voilà, c'est ça, l'année où on les a payés. c'est-à-dire que si tu t'es inscrite, Lucille, en DU en 2022, c'est sur la déclaration de 2023 pour les revenus de 2022 que tu as payé. Enfin, que tu peux les déduire, pardon. Ensuite, quand on est à la fois sur une activité salariée et une activité libérale inférieure à 72 k, avec donc un régime micro BNC, on ne peut déclarer les frais réels qu'en lien avec l'activité salariée. Point Oui, d'interrogation. oui, 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 oui. Les frais réels, c'est que pour l'activité salariée. Sinon, ben, du coup, vous bénéficiez et de l'abattement en micro et de la déduction des frais réels. Et donc là, non, c'est pas autorisé. Ensuite, il y a une question sur est-ce qu'il y a une case relative pour le régime simplifié des médecins remplaçants, mais peut-être que tu y reviens après dans la Oui, présentation. on le verra après, ouais. Voilà. Le rachat de trimestre, on a expliqué, Alban, ce que c'était. Comment fait-on pour acheter des trimestres? À qui s'adresse-t-on?
C'est les organismes auxquels on est rattaché. Donc, j'imagine c'est l'IRCANTEC pour nous comme Ouais, alors interne. je sais qu'il y a donc il y a un site internet qui est accessible donc par tous. En fait, on peut tous faire notre compte sur l'assurance-retraite.fr et voir justement notre relevé de carrière, ce qu'il en est, qu'est-ce qui nous manque comme trimestre. Donc, je dirais que par la messagerie ou en tout cas par ce biais-là, par ce site-là, c'est possible de demander un rachat, mais franchement, je ne l'ai jamais fait, donc je me suis jamais posé la question. Prochaine question, il y en a encore quelques-unes, hein. Ouais. Si PEA depuis plus de 5 ans, on a quand même une flat tax de 30%, pour l'interrogation. De plus de 5 ans, je ne vois pas pourquoi il y aurait une exonération. Hmm. Il me semble que c'est pas le cas, non? Comme c'est toujours, il y a toujours la flat tax. Comment? Il me semble qu'il y a toujours la flat tax. Après, ça, pour le PEA, Kim, on a d'autres partenaires qui en proposent et qui pourront te répondre, je pense, plus Ouais. précisément pour le PEA. Du coup, ils auront une réponse instantanée, ouais, parce que moi, je pense pas, mais faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. Mais si vous avez un partenaire, effectivement, ça sera Le plus. partenaire, il s'appelle Cap Finance. Vous avez les coordonnées sur le site du syndicat. Sinon, vous nous envoyez un mail et on vous redirigera vers eux. L'an dernier, j'ai engagé un expert comptable pour ma déclaration d'impôt et il me semble que c'est déductible de 50%. Et où est-ce qu'on doit le déclarer? Alors, en fait, c'est déductible uniquement 50% si vous avez une attestation de service à la personne. Si vous voulez, c'est de l'assistance administrative. Alors, la déclaration d'impôt est considérée comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que certains experts comptables passent par une plateforme de service à la personne et facturent par le biais de cette plateforme-là. Et donc, si c'est le cas, vous avez dû recevoir une attestation en début d'année. Il me semble que c'est sur le début de l'année qu'ils envoient, début d'année 2023, avec le montant. C'est l'équivalent du chèque emploi service, c'est ça? C'est le même principe? Oui, c'est dans la même case. On les verra après, hein, les réductions d'impôts, c'est juste après. Enfin, juste après, oui, je crois que c'est juste après. C'est dans la même case que le chèque emploi service. Il y a Anna qui nous demande est-ce qu'une bourse de société savante pour réaliser des travaux de recherche doit être déclarée? Alors, c'est hors cadre année recherche parce qu'on a droit à des années en fait où on fait des masters 2 où on est payé par certaines sociétés savantes. C'est hors cadre ça. Peut-être Anna, si tu peux compléter ta question en précisant sous quelle forme j'imagine que cette bourse t'a été versée. Parce que est-ce que c'est un revenu ou est-ce que c'est juste un don? Je sais pas. Je sais pas trop dans quel cadre ça rentre. Pour un interflux en Nouvelle-Calédonie, comment doivent être déclarés les revenus en métropole? Ça, on est un peu répondu. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Vince, il faut que tu changes d'adresse si tu veux bénéficier de l'abattement de 30%. Mais il faut, donc, quand tu vas en Nouvelle-Calédonie. Par contre, si tu l'as pas fait, je pense que c'est trop tard. C'est ça, on peut pas revenir sur l'abattement si on n'a pas changé d'adresse. Et oui, mais là, par exemple, si vous faites votre déclaration de revenus, vous avez au début, là, il vous demande s'il y a eu un changement d'adresse, et s'il y a eu un changement d'adresse en 2022 ou en 2023. Donc après, vous pouvez déclarer le changement d'adresse pendant la déclaration, là. Donc, c'est pas perdu. Ah non, non, non. Non, 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 les changements d'adresse peuvent se mettre sur la déclaration de revenus. Parfait. Myriam demande, lors des premiers mois d'internat, j'étais encore attaché à la déclaration de mes parents et j'ai eu des prélèvements à la source. Est-ce que ce sera régularisé automatiquement ou est-ce que je dois contacter le service des impôts? Alors, je dirais que oui, mais à vérifier parce que du coup, vous avez eu des prélèvements à la source pour un taux peut-être moyen avec vos. Non, même. Enfin, il faudrait voir si c'est le taux de prélèvement à la source de vos parents ou si c'est un taux appliqué par votre employeur, comme ça, un taux en fonction du salaire. Si c'est le cas, bien sûr, les impôts, enfin, ils vont vous retrouver, hein. Enfin, normalement, au moment où vous allez faire votre mail aux impôts avec votre état civil, votre adresse, votre carte d'identité, vous allez avoir accès, ça devrait remonter. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez la messagerie en ligne.
vous marquez votre employeur, éventuellement le scan d'un bulletin de salaire où il y a le prélèvement à la source qui a été fait, et ils vont faire les recherches, ils vont modifier, hein. Et dans tous les cas, alors ça par contre, je voulais pas. C'est vrai que je voulais pas mentionner la case, je l'ai pas reprise. Vous pouvez modifier également la case de prélèvement à la source qui est pré-remplie par l'administration. C'est pas là-dessus. Je vous la rajouterai. Je la rajouterai sur le support. Je vais me le noter. Parce que C'est-à-dire que si vous pensez avoir pas été suffisamment, enfin, qu'il y a une différence entre ce que vous avez vraiment été prélevé et ce qui est reporté dans la case prélèvement à la source sur les impôts, là, vous pouvez le modifier, vous pouvez augmenter ou baisser si le calcul n'est pas juste. ouais, alors là, je réfléchis, je crois que j'ai jamais eu le cas. Ça, il n'y a jamais eu d'erreur. Mais bon, enfin, je vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. Et ça peut effectivement être le cas pour vous, hein, sur les impôts. Enfin, ils ont mal fléché et il y a un montant. Enfin, ils le retrouveront toujours à un moment donné, mais vous, au moins, vous faites la modification pour que ça se déduise de votre impôt dû. Il y a Chen qui nous demande si on peut faire le rachat de trimestre pour la retraite à tout moment, pas forcément avant de passer la thèse. Alors, c'est à tout moment en fait de votre carrière. C'est juste que plus vous attendez l'âge de la retraite et plus ça sera cher, puisque du coup, la valeur d'un trimestre, de votre trimestre, vaudra plus qu'aujourd'hui que vous êtes en début de carrière. Mais par contre, vous pouvez le faire après. Il y a Marc qui demande si mon prélèvement à la source est passé de quelques pourcents les premiers mois de salaire, puis à 0% par le CHU. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marc. Je pense que c'est que tu n'as pas dû faire de déclaration en amont et du coup, ça s'ajuste automatiquement à ton salaire. C'est ça? Ouais. À mon avis, ils ont appliqué donc le taux sur le salaire les premiers mois, puis après, ils ont eu l'information du taux qui était de 0 et donc ils appliquent 0. Mais du coup, il faut moduler si jamais le taux ne devrait pas être de 0. Donc après, ça, de toute façon, sur l'impôt Gouv, sur espace personnel, gérer mon prélèvement à la source, quand vous y allez, vous avez votre taux qui s'affiche. Si c'est 0, c'est OK. Si par contre, il y a un autre taux et que l'employeur n'a pas le bon, là, il y a un problème. Puisque normalement, chaque mois, les impôts envoient à l'employeur. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits décalages de prise en compte. Mais au final, si votre taux, ce n'est pas 0, l'employeur ne devrait pas mettre 0. Oui, et dans les CHU, il y a toujours un délai de 2-3 mois. Ne soyez Ouais. pas étonnés, toujours très long. Les placements réalisés chaque mois sur un plan épargne retraite doivent-ils être déclarés dans la case placement boursier ou dans une autre case? Et alors, il y a eu des réponses directement. Et il y a Sarah qui nous dit que oui, c'est dans la case CNS. Est-ce que c'est bien ça? 6 NS, je ne les ai pas en tête, je vais regarder. Mais normalement, c'est clairement identifié spécifique pour la Pour le retraite. plan épargne retraite, oui, il y a un truc pair. Ouais, c'est ça. C'est indiqué dans l'intitulé. Ouais, c'est ça. Et c'est pour les plans. Parce que alors, du coup, j'ai eu une question, mais j'ai dû la mettre dans les revenus libéraux. J'ai une question sur le Madelin. Donc, le Madelin retraite, lui, est que sur la déclaration 2035. Par contre, tout ce qui est PERP et périn, effectivement, rentre dans la déclaration de revenus personnels. Il y a J qui nous dit, je n'ai pas compris quand cocher la case 2OP. C'est pré-rempli, mais je ne comprends pas pourquoi. La case de OP, c'était quoi? C'était tout à l'heure, C'était pour les revenus de placement? Ouais, Vous m'avez dit, c'est coché? C'est déjà coché? oui, et c'est déjà pré-rempli. Pour J, je sais pas si tu veux compléter J. Hum, Bon, on y reviendra. Si J, tu peux compléter ta question, qu'on comprenne. Parce Tout que à l'heure, c'est il y a non, pré-rempli. justement pour J, c'était pas coché. Il nous dit justement c'était pas coché. Voilà, c'est Quand normal. faut-il le cocher? À quel moment il faut le cocher? Eh bien, c'est ce que je vous disais. Si c'est des petits montants, vous embêtez pas à faire le calcul, mais si c'est des montants un peu plus conséquents, si vous ne cochez pas, ça sera la flat tax. C'est l'imposition de base.
Donc, c'est-à-dire 30%, c'est 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Si vous êtes à la tranche à 11%, je vous ai mis le barème quelque part, je crois. Ben, dans ce cas-là, il vous faut cocher puisque vous appliquez le barème. Comme ça, vous avez 17,2 de prélèvements sociaux et 11% d'impôts et pas 12,8. Par contre, si vous êtes à la tranche à 30%, c'est-à-dire revenu net imposable au-delà de 27 000 euros, ben, vous ne cochez pas et vous laissez flat tax. Il y a Anna qui a complété sa question qui disait tout à l'heure, j'ai reçu une bourse pour faire de la recherche, une société savante. Donc elle complète en disant qu'elle a eu 2 chèques, enfin, elle a un chèque 2 fois dans l'année qui couvre un mini-salaire pendant 1 an. Mais je ne sais pas du coup si c'est un salaire qu'elle reçoit de cette société savante ou si c'est seulement des honoraires ou Ouais, ou si c'est chargé ou pas. En fait, la question de savoir si c'est ben chargé oui, ou c'est bizarre. Et c'est une société, c'est ça? une société savante, c'est-à-dire c'est un regroupement de chercheurs ou d'enseignants dans une spécialité D'accord. qui font des bourses Ah, ouais, pour donc, encourager à faire de la recherche, mais c'est pas une bourse au sens de bourse. d'accord. Du Mais coup, Anna, si tu veux, on peut en parler plus en privé. Après, envoie-nous un mail au syndicat et puis on verra pour toi. C'est un peu particulier. Il y a Mathieu qui dit pour les enfants gardés en crèche agréés par la CAF, à laquelle les aides sont déjà versées, peut-on obtenir des crédits d'impôt? Ça, peut-être que tu en parles après, sur les crédits d'impôt. j'en parle après, mais je peux répondre. En fait, vous mettez dans la case ce que vous avez payé moins les aides de la CAF. Et c'est la différence entre les deux qui vous donne droit à 50% de crédit d'impôt. Je paye les derniers messages et après, on va peut-être s'arrêter Ouais. et on continuera après la présentation. Pour la déclaration en frais réels, doit-on garder tous les reçus des repas à midi? Ça dépend comment. Si vous déduisez effectivement les frais réels des repas, il vous faut garder les justificatifs. Ouais. Soit on fait 5 euros, mais c'est forfaitaire. Quand on fait le 5 forfait à euros, c'est 5 euros, forfaitaire. Ah oui, oui, oui. Ah oui, quand oui, c'est 5 forfaitaire, on euros. n'a pas besoin de garder Non, le papier, non, le non, vous n'avez justificatif. rien à conserver. Ouais. Sur mes déclarations dans les revenus, j'ai un item CPAM. Or, je n'ai jamais bénéficié d'un arrêt de travail. Savez-vous à quoi cela correspond? Un CPAM, oui, non, je vois que les IJ. Hein. Il y a ça, ou peut-être si tu as fait des vaccinations, Marie, si la CAF t'a payé, la CPAM, pardon, t'a payé des vaccinations. Sinon, je te laisse compléter, comme ça on avance un peu. Gauthier qui nous dit, je suis actuellement dans le foyer fiscal de mes parents sur mes revenus 2023. J'ai automatiquement 7,5% de PAS. En 2024, je vais sortir du foyer fiscal pour l'année 2023. Ai-je donc intérêt à laisser ces 7,5 de passe pour ne pas payer tous mes impôts sur le revenu 2023 d'un seul coup? Un peu technique. Ben, du coup, si vous sortez du foyer fiscal, que vous le savez par avance qu'en 2023, vous n'êtes plus dedans, vous faites un mail dès maintenant aux impôts. Comme ça, vous obtenez votre numéro fiscal. Vous pouvez accéder à la gestion de votre prélèvement à la source. Et puis, vous ajustez votre taux parce que si vous n'êtes pas à 7,5, mais plutôt à 4, et au moins, vous payez le taux d'imposition le plus proche de votre revenu. Mais par contre, il vous faut demander votre accès à impôt Gouv. Mira qui demande, est-ce que je peux inclure les frais de déplacement pour mon master dans les frais réels? Les masters, c'est des cours en plus qu'on peut avoir à la fac sur inscription. Donc, c'est des cours qu'en fait, on se déplace entre notre stage et la fac pour assister aux cours. D'accord. Est-ce que du coup, ça peut être déduit en frais réels, les déplacements? Ouais, moi, Oui, j'aurais oui, dit que oui. oui. Oui, oui. Floriane qui nous pose une question générale. Est-ce qu'il y a des permanences de conseil? Donc, ça, peut-être, on y reviendra à la fin. Mhm. Euh, et elle nous dit septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai été débité d'impôts sur le revenu alors que j'ai l'impression qu'ils sont également déduits dans mes fiches de paie. Je ne comprends pas. C'est que septembre, il y a dû avoir en plus les impôts de l'année d'avant. Ah, mais oui, oui, oui. J'avais en tête le même montant, donc je me disais, mais comment ça se fait? Oui, oui, oui. De septembre à décembre, vous payez le solde de l'année d'avant, si vous n'aviez pas assez payé. Donc, effectivement, vous avez payé le solde de 2021 à fin 2022, plus votre taux de prélèvement à la source 2022. C'est normal.
Voilà, et juste Gauthier qui nous a juste posé la question d'avant et qui va être détaché du foyer fiscal, demande s'ils vont pas le régulariser ensuite. Si, ils vont te régulariser, Gauthier, mais Oui, oui, c'est juste à toi de voir si tu veux anticiper ou pas ces frais-là. c'est ça. Et Oui, il n'y a plus de questions. On peut d'accord. continuer. OK. Alors, et bien voilà, il est là le barème. Donc, jusqu'à 10 000 euros de revenus, en fait, le taux applicable est de 0% et de 10 000 à 27 000, il est de 11%. Et ensuite, au-delà de 27 000, 30%. Donc, voilà, si vous vous situez par exemple à 30 000, ben, vous avez 3 000 qui vont être à 30%, plus 17 000 qui vont être à 11%. Voilà, au niveau du calcul pour comprendre comment se fait le calcul de votre impôt. Je passe rapidement là-dessus. Donc, au niveau des dons, donc si vous avez versé des dons à certaines associations, certains organismes, donc vous avez les cases ici que vous pouvez compléter, 7 UD, UF ou UH. La cotisation au syndicat, si jamais vous n'avez pas déduit les frais réels sur votre salaire, vous pouvez la mettre en 7AC. Ensuite, les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans sont à mettre en 7G, AGB ou GC en fonction du nombre d'enfants. Et les dépenses d'emploi à domicile, donc en font partie les services administratifs, donc les fameux services de l'expert comptable s'il a facturé par une plateforme de service à la personne, qui sont à mettre en 7DB. Donc, c'est là-dedans où vous faites aussi votre déduction, frais engagés pour la nounou, moins subvention de la CAF, enfin, aide de la CAF. Et vous mettez que le montant excédentaire. Oui, les réductions d'impôts pour investissement locatif, si jamais il y en a qui sont concernés, comme par exemple Pinel dont on parlait, sont à déclarer sur une autre déclaration, une déclaration annexe dont je ne parlerai pas ici. Pour ceux qui sont concernés par les frais de garde, les dons, en 2021 par exemple, et que vous avez reçu un crédit d'impôt, ben, en janvier 2022, normalement, vous avez reçu une avance de crédit d'impôt de 60% du crédit d'impôt de 2021. Donc, si jamais il n'y a pas eu de frais comme cela en 2022, ben, du coup, vous allez devoir rembourser votre avance. Et si jamais vous avez eu des frais ou des frais supérieurs, ben, vous aurez un remboursement de l'excédent au mois de septembre. Hop. Après, je passe sur la partie revenus non salariés, c'est-à-dire revenus des remplacements. Donc, soit vous êtes en micro-BNC, soit vous êtes en régime simplifié des praticiens, des médecins remplaçants. Dans tous les cas, c'est la même case à compléter, c'est du micro-BNC. Les seuils sont de 72 600. Ils ont été relevés à 77 700 à partir de 2023. Donc, tant que vous êtes en dessous de ce seuil-là, vous êtes en micro. Et même les 2 premières années d'activité, quel que soit le montant. Les recettes brutes sont à mettre en case 5 HQ et les impôts calculeront de manière automatique l'abattement de 34%. Ce n'est pas à vous de faire l'abattement. Si jamais certains ont fait des permanences de soins dans ce que l'ARS appelle les zones déficitaires en offre de soins, vous avez une exonération des majorations et astreintes, enfin ce que vous percevez en plus, en fait, en complément. Pas le montant de base, mais uniquement les majorations qui sont à mettre en case 5 HP pour le revenu exonéré. Je précise, parce que je ne l'ai pas précisé sur le diapo, mais elles sont concernées par la case 5 HP, les revenus aussi de remplacement d'un médecin qui sera en ZFU. Pas en ZRR, ça ne s'applique pas, mais en ZFU, vous prenez le pourcentage d'abattement du médecin. Et juste, est-ce que tu peux préciser ZFU et ZRR? ZFU, c'est zone franche urbaine et ZRR, c'est zone de revitalisation rurale. Et en fait, il y a des cartes qui sont disponibles sur Internet pour voir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est en ZFU, est-ce qu'on est en ZRR ou est-ce qu'on est dans aucune des zones. Et alors, est-ce que juste tu peux repréciser, parce qu'il y a déjà la question pour le 5HQ, ce qu'on doit vraiment mettre, est-ce qu'il faut qu'on mette ce qu'on a gagné au total en comptant les cotisations URSSAF qu'on a payées sur le site médecin remplaçant, ou est-ce qu'on déduit ces cotisations-là? Non, les cotisations ne sont pas déductibles, c'est ce que vous avez perçu. C'est justement la règle du micro, on ne déduit rien. On déclare ce que l'on perçoit et les 34% couvrent l'ensemble des frais, y compris les cotisations sociales. Ok.
Et alors, est-ce que ça n'a pas changé de numéro? Parce que moi, cette année, ça s'appelait DG, CSA, DGCSF. Alors, on va regarder après, puisque du Ok, coup, j'ai mis toutes les cases supplémentaires. Donc, on va voir. J'en ok. ai... DSBA, ouais, tout à fait aussi, Ouais, c'est ça. on va regarder. Après, si jamais vous êtes en déclaration contrôlée, ce qui est beaucoup plus rare, il y a la case 5QC en cas d'adhésion à une AGA ou 5QI sinon d'adhésion à une AGA. Donc, la particularité cette année, c'est qu'effectivement, il y a de nouvelles cases qui sont venues s'ajouter pour la déclaration des revenus que vous percevez et qui sont soumis à cotisation, praticiens auxiliaires médicaux ou régime simplifié. Donc, du coup, le premier cas, si vous êtes toujours à l'ancien régime, le régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, vous avez des cases qui devraient être pré-remplies, comme quoi vous êtes affilié au régime PAM et affilié en tant que remplaçant. Si ce n'est pas le cas, il vous faut cocher ces cases-là, DSAK et DSAQ. Ensuite, au niveau des cotisations sociales, les cotisations que vous avez payées, URSSAF et CAMF sont à mettre en case DSCA. Ensuite, le bénéfice est à mettre en case. Ça fait beaucoup d'informations, mais bon, c'est comme ça. Le bénéfice est à mettre en case DSGA. Et là-dessus, vous devez faire le calcul de l'abattement de 34%, c'est-à-dire prendre les recettes brutes fois 66% du coup. Et là, vous mettez le montant donc en bénéfice DSGA. Ensuite, en recettes brutes tirées des activités non salariées, DSCS, vous mettez le montant réellement perçu des recettes brutes, 116 000 par exemple. Et ensuite, pour la prise en charge de la CPM, parce que vous savez que la CPM prend en charge une certaine partie de vos cotisations et que le calcul se fait entre honoraires conventionnés sur honoraires non conventionnés, vous mettez dans la case DSAV les recettes que vous avez perçues, puisqu'en tant que médecin remplaçant, les recettes que vous percevez sont considérées comme des recettes conventionnées, même si vous remplacez un médecin du secteur 2. Donc ça, c'est pour la partie praticiens auxiliaires médicaux. Pour la partie médecin remplaçant, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je pense, j'en ai pas validé encore des déclarations, puisque c'est tout récent. Donc, je n'ai pas commencé encore ma campagne. Mais normalement, après avoir rempli quand même la case dont on a parlé tout à l'heure, qui elle est pour le calcul de l'impôt, vous devez compléter la case DSBA pour dire, attention, sur mon revenu précédent, j'ai déjà payé les cotisations sur ce revenu-là. Et d'après moi, c'est un revenu, là aussi, à DSBA, c'est le revenu après abattement de 34% que vous devez renseigner. Voilà les nouveautés pour les deux statuts. Je ne sais pas si j'ai autre chose là-dessus. J'ai des questions. Je peux faire les questions et puis après faire... Ouais, il y aura d'autres questions aussi, déjà des Allez. questions. Donc, comment déduire la CSG versée à l'URSSAF? Donc, elle n'est pas déductible sous le régime micro, elle fait partie de l'abattement. Par contre, si vous avez une CSG déductible, soit c'est normal, c'est parce que vous avez des revenus fonciers, des revenus par ailleurs, en fait, autres que revenus salariés, et du coup, vous pouvez déduire cette CSG, soit c'est parce que vous êtes trompé dans la case déclarée pour vos revenus relatifs au remplacement. Donc ça, si c'est le cas, il faut revoir avec les impôts quelle est la case que vous avez mal complétée. Mais c'est arrivé d'avoir ces cas-là et que c'était simple, c'était pas de la CSG déductible, c'est simplement qu'il faut refaire les déclarations, vous avez payé trop d'impôts. Comment paie-t-on le PASS quand on fait des remplacements? Bon, on en a parlé, c'était par prélèvement. URSSAF, CAMF, ainsi que les frais de responsabilité civile pro, est-ce que cela fait partie des frais réels? Donc oui, ça fait partie des frais réels, mais si vous êtes en micro-BNC, rien n'est déductible. Donc on compare l'abattement de 34% avec les frais réels, URSSAF, CAMF et frais divers, y compris déplacement. L'espace professionnel, il sert uniquement pour la CFE. Quand vous êtes remplaçant, vous créez votre espace Impôt Gouv Pro uniquement pour télécharger et payer votre CFE. Sinon, tout se fait sur votre espace Impôt Gouv personnel.
Et doit-on déduire des impôts, les contrats souscrits en loi Madeleine? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Madeleine, c'est que sur la déclaration 2035. Par contre, vous avez toujours le PERP et le PERIN sur la case dont on a parlé tout à l'heure, 6 NS. Spécificité de la déclaration des aires médicales. Alors, j'ai regardé rapidement, j'ai jamais eu le cas. Apparemment, ça serait qu'une exonération de CFE, donc pas forcément pas de particularité sur cette déclaration-là 2042. Donc, mis à part la particularité hein, zone déficitaire en offre de soins pour les gardes ou sinon les remplacements d'un médecin en ZFU. Hein, je précise bien en ZFU, pas en ZRR. En ZRR, on ne peut pas être en micro et bénéficier du ZRR. Donc uniquement un remplacement d'un médecin ZFU. Voilà, je ne sais pas Alexis, pour les autres Ouais. questions. Alors, juste si on peut revenir sur la diapo d'avant, parce que, alors moi j'ai fait ma déclaration et je m'étais fait renseigner aussi par un autre syndicat qui s'occupe des jeunes médecins. Et donc, effectivement, il y a bien la case DSBA où on met le revenu net. Euh, et après la case DSCS où là on met le revenu brut. On doit remettre en fait, D'accord, voilà. ok. Donc, J'hésitais parce que je ne voyais pas l'utilité. Pour l'autre cas, il y avait vraiment l'utilité. Et là, je ne savais pas, mais ok. donc, En tout cas, si vous avez la possibilité de faire les deux, si vous l'avez fait déjà, Alexis, oui, c'est enfin en ok. tout cas ce qu'on ils ont les impôts leur ont répondu et l'URSSAF aussi. D'accord. Donc ça répond à la question de Chloé. Le 5 HQ, il faut le mettre ce qu'on a gagné au total. Ben, c'est ce qu'on vient de dire là sur le DSBA, tu mets ton revenu net du RSPM. Donc c'est le net, c'est une fois les 34%. Et dans les revenus bruts DSCS, tu mets la totalité. Il y a Lisa qui demande si on dépasse une année le plafond du micro BNC et qu'on veut y rester, on doit seulement être en dessous du plafond l'année d'après. Pour la Euh, question. oui. Oui, oui. En fait, le plafond micro-BNC, il doit être dépassé 2 années de suite. Donc, si vous l'avez dépassé une année, que l'année suivante, hop, vous redescendez en dessous, il n'y a pas de problème. Si vous le dépassez 2 années de suite, la troisième année, vous basculez au réel. Ok. Alors, pour tous ceux qui demandent, quand on remplit effectivement cette année et qu'on met DSBA, enfin, qu'on remplit cette partie-là, il y a des messages d'erreur qui disent vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu. C'est pas bloquant. En fait, il faut répondre OK, 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 et vous pouvez quand même avancer et valider. Donc, Elena, notamment, et je crois qu'il y avait une deuxième question sur ça. Il n'y a pas d'obligation, en fait, c'est juste des messages d'erreur où ils nous disent attention, vous n'avez pas marqué ça, ça et ça, mais c'est normal. Ouais, c'est pénible, hein. J'avais eu le cas, que les artisans commerçants ont été concernés par cette déclaration 1 an avant. Et c'est vrai qu'il y a toujours un message d'erreur, c'est un peu pénible. Enfin, plusieurs. Sur la déclaration, il marque que je suis affilié au régime PMC alors que je suis déclaré à l'URSSAF et que je suis en régime simplifié. Comment on modifie l'affiliation? Moi, c'était le cas aussi, mais du coup, en fait, j'ai rempli directement la case RPSM. En fait, c'est les mêmes cases qu'on soit pas en RSPM, pardon, ou en PAMS normal, mais c'est indiqué, non, c'est ça? Alors, c'est les mêmes cases qui s'affichent. Après, je me demande juste si vous décochez, précédente, je ne sais pas ce que ça donne si vous décochez des SAK affiliés au régime PAM. Est-ce Bah, il faut. c'est soit si vous décochez et que vous avez quand même accès au reste, ben, vous pouvez remplir le reste. On a accès au reste, oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, en fait, Mira, il faut juste bien marquer que tu es remplaçante. Normalement, c'est bon. Voilà ça, et décocher le DSAK. Et donc, ben, renseigner que la DSBA et DSCS. Yes. Je modifierai le diapo, hein. Case DSCS. Du coup, pour la question de Shakirosine, il nous demandait un exemple. J'ai touché 10 000 euros de remplacement en 2022, mais dont j'ai payé déjà toutes mes cotisations sur le régime simplifié. Quelle case je remplis exactement? Régime simplifié, du coup, on redit, c'est DSBA et DSCS. Donc, Et, DSBA après abattement de 34%, DSBA ouais. brut. À partir de quel moment le régime PMC est plus avantageux que le RSPM? Alors ça, peut-être qu'on va pas y répondre là, parce que c'est pas vraiment en fonction des impôts.
C'est plus une histoire après. Enfin, si, forcément, De cotisation surtout. c'est lié, mais c'est surtout sur les cotisations. Vous avez sur le site du SILR, dans l'onglet être interne et remplacer, tout un tas d'informations sur les remplacements. Et sinon, vous tapez remplacement du syndicat Réagir et régime simplifié. Et je l'ai renvoyé, on va le remettre sur le site. Il a sauté, mais on va le remettre. Vous avez tous les éléments et de comparaison entre le régime PAMC de droit commun et le régime simplifié. Comme ça, vous pouvez choisir ce qui vous paraît le mieux. Et il y a les calculs et tout ça. Ça, on a rempli, on a répondu. Si vous êtes bloqué en pratique, je suis en train d'essayer, ça me bloque quand même. Est-ce que je peux mettre 0? Donc, c'est bloqué là quand il y a enfin, quand il met les messages d'erreur, DS, AS, tout ça. Alors, Déjà. moi, je sais que j'ai été bloquée l'année dernière sur les autres déclarations. Je mettais 0. C'est sur quelle case, du coup, que ça bloque? C'est les cases tacto, on l'a mis tout à l'heure. Je ne retrouve plus la question. Si tu veux nous le dire, Chloé. Oui, c'est Chloé. DSCA ou DSDBA. Pardon, DSCA ou DSDA. DSCA ou DSDA? Ah oui, d'accord. Et c'est la personne, du coup, qui disait qu'elle était cochée, enfin, affiliée Non, PAM. non. Et Chloé, il faut bien que tu vérifies que tu as bien coché que tu es remplaçante avant, ou que tu es affiliée au PMC. Ça, on va peut-être pas faire, je suis désolé, hein, Chloé, mais on peut voir après du cas particulier. On va pas embêter tout le monde sur ça, mais voilà, on répète pour les PAM classiques, il y a tout ça à remplir, là, tout ce qui est affiché à l'écran. Et sur la diapo d'après, pour Sur la ceux qui sont Ouais, sur en la diapo revue. d'après, du coup, il faut enlever, hein, la case à cocher. J'ai pas osé l'écrire parce que j'avais peur qu'après, vous n'ayez plus accès à rien. Mais du coup, il faudrait décocher la case PAM C. Et mince, suivante. Donc, sur régime simplifié, c'est DSBA, DSBA, donc là, c'est le revenu brut, le revenu net, pardon, le excusez-moi, revenu. c'est le revenu net, donc c'est votre chiffre d'affaires fois 0,34%. Et en DSCS, c'est le brut. Moi, j'ai essayé, j'ai fait les modifications et ça fait la même. Enfin, ça, c'est bien ça qu'il faut mettre. En tout cas, il comprend en tout cas comme ça. D'accord. Après, s'il y en a qui sont bloqués, vous avez toujours un chat sur le site des impôts ou un mail, une messagerie, où ils sont quand même assez réactifs, c'est-à-dire que dans les 3 jours, vous avez une réponse. Et comme on a un peu de temps encore pour faire la déclaration, on a jusqu'à la fin du mois de mai, ça peut vous laisser le temps de le faire. Comment peut-on déduire, autre question, comment peut-on déduire les gardes libérales en zone désertique où la partie de consultation majorée peut normalement être défiscalisée? Et ben c'est pas la même chose que les zones déficitaires en offre de soins, du coup, pour Si, c'est les, ça. les Si, gardes, c'est hein, ça. c'est ça, hein? Ouais, ouais. Donc voilà, du coup, ben, la partie majoration est à mettre en 5, je n'ai plus en tête précédente. 5 HP, vous mettez la partie majoration et après le reste de vos revenus en 5 HQ. Et ensuite, il y a question de iPad qui dit bonjour, quel est le code pour la déduction des frais d'inscription à la fac? Alors, il n'y a pas de code, c'est dans les frais réels qu'on le déduit, hein, les Ah oui, inscriptions à la fac. oui, 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 Donc, il faut faire le calcul de savoir si c'est avantageux ou pas par rapport à tes 10%. Sinon, c'est compris dans les 10% de frais. c'est ça. On me demande pour les cotisations, pour les assurances pro et pour les prévoyances, peuvent-ils être déclarés en frais réels? Alors, les assurances pro, c'est-à-dire parce que la responsabilité civile, vous la payez pas, non? Les responsabilités civiles, normalement, on ne la paye pas, sauf ceux Hein? qui ne passent pas Ouais. par notre partenaire. Ah, Et les d'accord. prévoyances, on les paye, donc c'est une prévoyance. Je ne pense pas que ce soit déductible des frais réels. C'est pas une charge de travail. Non. C'est assurantiel, donc c'est en plus. C'est ça?
Ah oui, 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 c'est la prévoyance qui couvre plutôt donc les salaires de salariés C'est ou... ça, ouais. Les salaires, D'accord. ouais. Salaire d'interne, si jamais on est en arrêt prolongé ou il y a quelque chose qui se passe, ça permet de maintenir le salaire en comprenant les gardes. Donc on est un salaire. Ah, d'accord, parce que sinon, vous êtes sous le régime classique de prévoyance, mais hors garde. Sous fait. Non, on n'a pas de prévoyance quand on est Ah oui, interne. c'est vrai? Ah, ben, j'avais... Et à l'hôpital, on n'a pas de prévoyance non plus de base. Ah oui. Et oui, Euh, régime spécial de la fonction publique hospitalière. ah ouais, d'accord. C'est du privé. Ben, franchement, j'ai jamais eu la question, je savais pas. Et euh, moi, je serais tentée de la déduire parce que je trouve que Ah, c'est quand même... ça, c'est Enfin, mieux. non, en fait, ça dépend. On va partir du principe que c'est comme la prévoyance quand on a une déclaration 2035, en fait. Si on prend une prévoyance Madelin, eh bien, on va déduire effectivement la prévoyance, mais par contre, toutes les indemnités seront imposables. Si là, votre prévoyance, ben, les indemnités sont non imposables, forcément, on ne la déduit pas. C'est Mais pas là, imposable. C'est une prévoyance qui coûte en général une quinzaine d'euros par mois. ah, ça vaut pas le coup de la déduire alors. Vous allez, enfin, ça vaut pas le coup. Je vous souhaite pas d'être malade et arrêter, mais le peu que vous allez gagner en imposition, c'est pour rentabiliser ça face à une indemnité, c'est vaut mieux pas le déduire. Désolé encore, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on doit noter une fois nos revenus de remplacement dans les cases DS, BA et DSCS ou deux fois dans ces cases plus dans la case 5HQ? Donc, une fois dans la case 5HQ, recette brute, et ensuite, donc DSBA, donc brut, encore brut, on va dire DSCS, donc 5HQ et DSCS. Et DSBA, c'est après abattement de 34%. Donc, vous prenez 66% de vos recettes. Et on nous redemande si le brut contient ou pas les cotisations RSM. Je disais que dans le brut, on ne déduit pas nos cotisations. Ça fait partie des 34% de net, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc 5HQ et DSCS idem, oui, c'est ça, Shakir. C'est ça. On peut avancer. Ok. Bah, qu'est-ce que... On avait fait les questions. Bah, du coup, la dernière partie, c'est les revenus locatifs. Donc, je sais pas si j'ai eu des questions quand même dessus. Donc, il y en a certains qui doivent être concernés. Donc, il y a deux types de location vide ou location meublée, qui ne se déclarent pas du tout pareil. Donc, la location vide, si les loyers les loyers perçus sont inférieurs à 15 000 euros, vous avez la possibilité de déclarer en micro-foncier. Vous avez un abattement de 30%. Donc, c'est pas mal à comparer au cas où il y ait un emprunt, parce qu'avec les intérêts d'emprunt, peut-être que ça fait une déduction supérieure, mais sinon, le microfoncier est bien et donc se déclare en case 4BE. Et donc là, pareil, vous mettez le loyer perçu sans aucune déduction. Sinon, il vous faut compléter la déclaration 2044, qui est une déclaration annexe que vous cochez sur ImpôTGouv, et vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, la taxe foncière hors taxe ordure ménagère, l'assurance propriétaire non occupant, les frais de copropriété, toujours pareil, hors charges locatives qui sont mentionnés dessus, les honoraires éventuellement de l'agence immobilière et un forfait de 20 euros par local. Donc ça, c'est pour la partie revenu foncier. Et pour la partie location meublée, elle ne se déclare pas du tout dans la même catégorie. C'est une catégorie de BIC, en fait, non professionnelle, la location meublée. Donc, soit vous avez un régime micro qui se déclare en 5ND ou 5NG. Donc, à la différence de la location vide, vous avez une case par déclarant. Alors que la location vide, vous avez une seule case pour tout le foyer. Donc là, pareil, vous mettez les loyers perçus pour la totalité, y compris les charges locatives perçues, et vous avez un abattement de 50%. Si jamais vous avez demandé la reconnaissance de votre meublé
en meublé de tourisme par, je ne sais plus en tête quel organisme, mais il y a un organisme assez connu, Gîtes de France, je crois, qui donc classe en meublé de tourisme. Et là, vous avez un abattement de 71%. Pour la location saisonnière, il y a une petite particularité, c'est que si les recettes perçues sont supérieures à 23 000 €, il y a une affiliation au régime social. Donc, vous payez aussi des cotisations sur les revenus de location meublée. Donc, bon, 23 000, il faut y arriver, mais quand c'est de la location saisonnière, ça va vite. Et donc là, les loyers sont à déclarer dans une autre case qui est la case 5NW ou 5NJ. Sinon, pour le micro, en théorie, le plus avantageux, c'est le réel. Donc, le calcul se fait quand même, hein. Donc, il y a une simulation à faire entre le réel ou le micro. Mais le réel, en fait, on peut... L'avantage du micro, du meublé, c'est qu'on peut amortir le bien. Et donc, faire une déduction spécifique d'amortissement du bien immobilier et qui efface quasiment, alors ça dépend, hein, les biens, ça dépend les loyers perçus, mais qui efface souvent la totalité du revenu imposable. Voilà. Et la précision, du coup, c'est que les revenus locatifs, hein, qu'ils soient location vide ou location meublée, sont soumis et à l'impôt sur le revenu, mais aussi au 17.2 de prélèvements sociaux, puisqu'ils ne sont pas soumis à cotisation sociale, donc ils sont soumis à des prélèvements sociaux. Voilà, je regarde si j'ai autre chose à vous dire, mais non, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions pour la partie loyer. Sur la partie loyer, il y a Marie, mais je reprends les questions après, hein, pour les autres, ne vous inquiétez pas. Marie qui demande est-ce qu'on peut changer d'une année à l'autre entre vide et meublé. Marie, on parle bien des revenus, c'est-à-dire quand tu as investi dans un appartement, que tu as acheté et que tu le loues à quelqu'un d'autre, que tu as des revenus de ce cas-là, et est-ce que du coup on peut changer entre vide et meublé si on le meuble entre-temps? Oui, c'est possible de passer de l'un à l'autre. Après, je réfléchis aux autorisations. Je crois, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question, mais je crois que c'est pour le passage du vide au meublé dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants, il faut faire une demande, je crois, à la mairie. Et une question sur les revenus toujours locatifs. Et les Airbnb ils sont compris dans les locations saisonnières, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Alors, il y avait d'autres questions sur toujours il y avait Marie qui posait la question. Alors, j'essaie de revenir, je suis désolé. Hop, DSCA. Alors, dans la case DSCA, c'est les cotisations CARM fait URSSAF. J'imagine que c'est pour le revenu, enfin, pour le Oui, régime classique. ouais, voilà, c'est ça, le régime pas classique, hein, donc pas des médecins remplaçants. DSCA, c'est l'URSSAF et la CAMF. L'URSSAF, en théorie, vous prenez le verso de votre appel de cotisation, c'est hors CSG CRDS. Voilà, si vous pouvez faire le calcul, c'est mieux de prendre les cotisations payées à l'URSSAF hors CSG CRDS, plus la CAMF. Est-ce qu'il y a une case où il faut mettre son épargne, livret A, livret B? Non. C'est pas imposable. Non, non, non. Et si on a réalisé des travaux payés par l'emprunt, est-ce qu'ils sont déductibles, les emprunts? Des travaux de l'habitation réalisés Oui, par emprunt? oui. Non, alors est-ce que je crois que cette année, il n'y a même plus le crédit d'impôt transition énergétique. Quand c'est des travaux de transition énergétique, avant, il y avait le crédit d'impôt et il me semble que c'est plus le cas. Je ne sais pas si c'est votre cas, du coup, des travaux de rénovation pour l'énergie ou pas forcément. Vous avez dit que si les travaux étaient déductibles si location était nue. Travaux pour énergie et remise aux normes. Ah, on revient sur le locatif, pardon. Oui, pardon, excusez-moi, oui. Je suis pas revenue dans le locatif, mais oui, mais c'était logique. Ouais. Oui, vous faites des emprunts, donc les intérêts d'emprunt sont déductibles et les travaux, que ce soit de la location, alors
la location meublée, c'est déductible, mais c'est une déclaration spécifique hein, quand on fait du réel. La location vide, oui, les travaux sont déductibles, sauf si c'est une transformation du logement. Voilà. Et alors, je reviens sur, si j'ai bien compris, pour les remplats, comme il y a donc, un rabattement de 34%, je ne déclare pas les frais de déplacement pour les remplacements. Donc, si on est en micro BNC, ça compte tous ces frais-là. Ouais, voilà, le micro BNC, l'abattement de 34% compte les cotisations, compte les déplacements, ouais, tous les frais. Enfin, voilà, ça, c'est un forfait. Si les frais sont supérieurs, forcément, il faut passer au réel, mais sinon, c'est les 34%, s'ils sont supérieurs aux frais, ils couvrent tout. Rien n'est à- Pour bénéficier de la réduction Pinel, on peut déclarer en meublé. J'ai eu des retours divergents. On me pose la question. Ah, moi, je pense pas. Hein. J'ai pas sous les yeux la règle, mais normalement, le Pinel, c'est de la location vide. La case DSCA, c'est donc que si on est sur le régime non simplifié égale PMC. Oui, c'est ça. Je ne les ai plus en tête, hein, désolée. Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est tout à fait ça. Bonjour, je suis au RSPM. Quand je remplis ma déclaration DSBA et DSCS, je ne peux pas forcer les messages d'erreur car cette note n'a pas s'apparaît. La saisie d'un montant dans la rubrique DSGA ou DSHA déficit est obligatoire. Il y a marqué veuillez corriger votre saisie. Je Alors, pense que alors moi ça m'était arrivé pareil et j'avais DSGA mis 0. ou DSHA, c'est ça? Ouais, c'est dans la deuxième partie, la revenu tiré de l'activité conventionnée, bénéfice, déficit. Euh, D'accord. Euh, alors, toujours ça, bien s'assurer que le affilié PAM est décoché. ouais, il faut mettre 0 sinon après Et ça peut plus. voilà, ça passera. En fait, ça, c'est des informations qui sont uniquement pour le calcul par l'URSSAF et la CANF des cotisations. Donc, même si vous mettez 0, ça fera au pire des cas un bug à l'URSSAF, mais que vous pourrez résoudre avec eux. Mais euh, ça peut faire un bug à l'URSSAF si jamais vous avez vous êtes passé entre le régime PAM et le régime simplifié tardivement et que du coup ils n'en ont pas pris compte. Sinon, moi je pense que la case à cocher là, juste avant, la PAM, si c'est j'ai pas eu l'occasion hein, d'en faire, donc j'aurais aimé tester, voir si DSAK, vous décochez. En fait, on peut pas non, en fait, celle-là, on peut pas la décocher. Il faut la cocher et en plus rajouter qu'on est remplaçant. D'accord, Et du coup, là, ça fonctionne. Si on met 0 après dans ceux qui veulent. d'accord. Là, Euh, c'est dommage que ça force parce que il y ouais, a aucun, on a l'impression de faire quelque chose de mal alors que enfin, la, ouais. la case ne vous concerne vraiment pas. Sinon, pour tous ceux qui l'ont vu là dans la conversation, vous pouvez télécharger 2 documents. Il y en a un qui a été donné par Shakir sur le comparatif URSSAF régime simplifié, régime classique, c'est un document de l'URSSAF qui a été fait. Moi, je vous en ai remis un deuxième qui est un peu plus détaillé, qui a été fait par le syndicat Réagir, qui est le syndicat des généralistes remplaçants, mais qui est valable aussi pour les spécialistes, hein, parce que c'est la même chose, et qui vous fait les comparatifs. Donc, vous pouvez la télécharger là ce soir pour la conversation. Sinon, de toute façon, vous tapez RSPM sur Google et vous l'avez dans les 3 premiers résultats, et on vous la remettra sur le site du STLR. Il faut forcer. Alors, on a encore des questions sur ça bloque. Ouais. Mettez 0 dans tout ce que vous n'avez pas besoin de remplir. Donc, on a redit, on va pas redire les cases, mais on a dit les cases qu'il fallait remplir. De toute façon, vous pourrez revoir le replay hein, parce que la conférence a été enregistrée. Euh, donc, vous mettez 0 et ça fonctionne. Moi, j'ai eu ce blocage aussi. Au bout d'un moment, ça fonctionne. Oui, vous mettez 0 de toute façon dans toutes les cases dont on Bloc, n'a pas parlé en fait, hein, pour que ça débloque. Et c'est surtout uniquement les cases dont on a parlé que vous remplissez de votre montant. Le reste, vous mettez 0. le replay, vous l'aurez dans la semaine sur le site du syndicat. Il faudra juste s'enregistrer
Voilà, ce sera sur un lien sécurisé, mais vous aurez le replay, tous les adhérents. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'on va pas refaire sur PAM et RSPM, mais s'il y a d'autres questions sur le reste, sinon on conclut ici. Ça fait presque 2 heures qu'on y est. C'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Eh bien alors, merci beaucoup Marjorie. Ben, merci à vous. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur le partenariat qu'on a. Oui, le cabinet accompagne en fait les internes qui font des remplacements et qui ont besoin de conseils et d'accompagnement sur le choix du statut, régime simplifié ou PAM ou la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous appeler soit pour échanger par téléphone pour un conseil ponctuel ou si jamais vous avez vraiment besoin d'un accompagnement pour toute l'année. Voilà, Floriane, c'est ce qu'on vient de dire. Du coup, s'il y a des questions ponctuelles, voilà, Marjorie et le cabinet se tient à votre disposition pour y répondre dans le cadre de notre partenariat avec le syndicat des internes. Et après, s'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus important, voilà, c'est possible aussi et ils vous expliqueront comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous. On mettra le replay et le diapo disponible dans la semaine. Merci Merci, au revoir. Marjorie. À bientôt. Et je vais clôturer la session. Ça va se fermer pour tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Et n'hésitez pas.